La situation sécuritaire au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, objet de la visite des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies au Niger. La mission était auparavant dans les autres pays du bassin du lac Tchad. Du lundi 6 au vendredi 10 mars prochain, il n'y aura pas de cours dans les établissements scolaires publics du Niger. La cause Niger et le SINASEP ont appelé à une nouvelle grève suivie d'une marche le mardi pour fustiger le comportement des autorités en charge de l'enseignement primaire. Dimanche 5 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Je le disais en titre, la guerre contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et la situation sécuritaire dans le Sahel au centre de la conférence de presse ce dimanche des membres de la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite au Niger. Il s'agissait pour cette délégation d'échanger avec les autorités nigériennes, notamment dans la lutte contre Boko Haram. Le Boko Haram qui a déstabilisé, comme vous le savez, l'est du Niger pendant plusieurs mois. Le point dans cet élément. C'est la première fois depuis sa création le 17 janvier 1946 que le Conseil de sécurité des Nations Unies dépêche une mission au Niger. Un déplacement pour soutenir le Niger et ses autorités dans le combat contre le terrorisme et les crimes organisés. Cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies s'explique par trois raisons: le terrorisme, l'humanitaire et le développement à long terme. La mission que nous avons effectuée, c'est le message très fort que nous avons entendu qui relie en fait ces trois approches. On ne peut pas traiter une question sans l'autre, c'est ce que nous a dit encore le président de la République hier soir, et je crois que pour nous le défi au Conseil de sécurité, ça va être précisément d'arriver à assurer la liaison entre ces différentes approches, et c'est l'engagement que nous prenons devant vous justement de revenir, de traiter, de prendre traiter ces questions à la fois les questions de court terme, donc les questions de sécurité, les questions de plus long terme, les questions liées au développement, comme je le disais, aussi questions liées aux différents trafics qui alimentent ces conflits. Nous constatons que le gouvernement du Niger est fortement engagé dans les efforts militaires contre le terrorisme dans les forces mixtes multinationales avec des succès importants. En cet égard, on constate que la protection des populations civiles, surtout la protection des femmes et des enfants, des populations vulnérables, est primordiale. On constate aussi la coopération étroite avec les ONG, avec les Nations Unies, avec la société civile dans cet égard. Nous constatons aussi que le gouvernement du Niger est fortement engagé dans la livrance d'aide humanitaire pour les réfugiés et les personnes déplacées. L'objectif de notre visite était de mettre la lumière sur la situation dans le Niger, dans le bassin du lac Tchad et dans les pays voisins. Nous ne voulons pas que cette crise humanitaire, cette crise de terrorisme soit oubliée, soit négligée. Nous avons appris beaucoup et nous encourageons les gouvernements de la région de renforcer leurs efforts face à cette crise. La mise en place de la force multinationale mixte par les pays membres du lac Tchad pour faire face à Boko Haram a été aussi saluée par la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les solutions africaines pour les problèmes africains. C'est tellement réconfortant que les pays du bassin du lac Tchad se soient réunis pour mutualiser leurs forces et attaquer à la racine ce mal, sans attendre une résolution du Conseil de sécurité. Mais je pense qu'avec cette visite du Conseil de sécurité dans la région, nous avons tenté de pôle la réalité. Il faut que nous allons être, nous, pays africains, membres du Conseil de sécurité, Sénégal, Éthiopie et Égypte, les porte-voix de cette revendication forte pour que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, donne son imprimature d'une façon ou d'une autre à la force multinationale. C'est avec un sentiment de satisfaction totale que la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies quitte Niamey en destination d'Abuja au Nigeria, dernière étape de ce périple.
Cette délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies était hier soir au palais de la présidence où les deux parties ont eu une séance de travail avec les autorités nigériennes, avec à leur tête le président de la République, Issoufou Mahamadou. Faisons le point avec Adam Soumana et Chebi Guissou. Il s'agit là d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU venue s'enquérir de la situation sécuritaire dans la zone du bassin du lac Tchad. À cette occasion, le président de la République, dans son exposé, a expliqué la manière par laquelle le Niger gère cette situation et le drame humanitaire lié aux réfugiés. La sécurité, c'est une de nos premières préoccupations. Il consacre depuis plusieurs années environ 10% de ces ressources budgétaires à la sécurité. Le Niger souhaite donc une sortie rapide de ces crises à ses frontières qui n'ont que trop duré. Il existe aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de réfugiés, de déplacés, de retournés. La défense, c'est-à-dire la sécurité, la démocratie et le développement. C'est sur cette triptyque que nous sommes en train de travailler depuis maintenant 6 ans. Pendant le premier quinquennat d'ailleurs, le programme que nous avons mis en œuvre sur ces 3 aspects-là, nous l'avons exécuté à près de 93% pour un pays qui manque de ressources. Et ce qui prouve d'ailleurs que nous avons fait de bonnes prévisions, puisque nous avions prévu d'investir sur 5 ans, en 2011, après 2011, 6 200 milliards de francs CFA. 6 200 milliards de francs CFA, nous avons investi sur 5 ans 5 800 milliards. Au cours de cette séance de travail, les diplomates membres de la délégation ont unanimement loué les actions du gouvernement nigérien pour juguler la crise sécuritaire. En marge de cette rencontre, ils nous situent l'objet de leur visite. Nous avons essayé de mettre la lumière sur la crise oubliée dans un Tchad. Deuxièmement, nous allons encourager la communauté internationale menée par les Nations Unies mieux répondre. Et troisièmement, nous essayons d'encourager les gouvernements de la région de renforcer leurs efforts pour mieux protéger les peuples. Lors de cet entretien, nous avons, avec mes collègues, marqué notre plein et entier soutien aux efforts exemplaires, je dis bien exemplaires, que le président de la République et son gouvernement mènent dans la lutte contre Boko Haram en particulier, dans la lutte contre le terrorisme en général. Souligner aussi combien nous étions à leur côté dans ce combat. À noter que cette délégation du Conseil de sécurité a auparavant séjourné au Tchad et au Cameroun et se rendra après l'étape de Niamey à Maïdougouri au Nigeria. Et oui, cette délégation a quitté Niamey en début de cet après-midi, donc en direction du Nigeria. Et nous recevons sur ce plateau un invité comme tous les dimanches. Il s'agit de Dambaji Sanala. Il est acteur de la société civile nigérienne. Dambaji, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous venons donc de suivre une délégation de l'Union, donc du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est venue justement, une mission qui vient après quelques jours, après donc une attaque sanglante où le Niger a perdu au moins 15 militaires. Et ce qui a amené d'ailleurs les autorités nigériennes à décréter l'état d'urgence dans plusieurs localités des régions de Tawa et de Tillabéri. Et Dambaji, pour commencer, vous en tant qu'acteur de la société civile nigérienne, comment vous avez appris cette décision du gouvernement de décréter l'état d'urgence dans ces localités? Merci Hassan, et nous remercions le groupe Lavari des occasions que vous nous offrez à chaque moment pour parler de la situation sociopolitique de notre pays. En ce qui concerne l'état d'urgence décrété dans les nouvelles zones en dehors du DIFA, effectivement, conformément à la situation qui prévaut dans la zone, je pense bien que si c'est à base des conseils militaires que cela a été décrété, dans tous les cas, ils sont spécialistes à la matière, nous ne verrons pas d'inconvénients. Mais ce qui est sûr, c'est que nous souhaitons que cela prend en compte en réalité la situation sociale de la population de la zone. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour avoir séjourné à un moment à Difa,
le moment où l'état d'urgence était à son paroxysme, sincèrement, la zone était presque isolée, complètement isolée, et que la zone était soumise en réalité à un problème même de survie. Et cela, je pense bien que nous ne pensons pas que cela soit dans la zone, les nouvelles zones qui vont connaître cette situation. L'État va prendre des dispositions nécessaires à la matière pour prendre en compte ces genres de préjudices qui viennent après dans le cas d'espèces, et que nous souhaitons effectivement que dans ce contexte, que l'État se dise en réalité l'état d'urgence c'est une obligation, mais aussi l'association sociale doit en sorte interpeller nos autorités pour que ça aille concomitamment en même temps avec l'état d'urgence, pour que nos populations, la population de la zone ne souffre pas trop de la situation d'état d'urgence, parce que c'est dans tous les cas indispensable à la zone compte tenu de ce qui est en train de se passer et compte tenu de la situation qui prévaut dans la zone. Dans tous les cas, on ne peut pas disconvenir par rapport à cet état d'urgence, mais nous souhaitons vivement à ce que les autorités compétentes à la matière puissent prendre des dispositions nécessaires pour songer d'abord aussi à la situation sociale et à la viabilité des êtres humains qui vivent dans la zone, parce que c'est important, c'est extrêmement important pour que cela soit pris en compte dans toutes ces dimensions, afin que au moins la situation soit au moins revue dans le sens de difficulté pour la population de la zone. Merci Dambadji. Donc on revient avec vous notamment sur d'autres sujets d'actualité, notamment l'affaire de 200 milliards de francs CFA et la situation de l'école nigérienne. Le temps de signaler que justement par rapport à l'école nigérienne, du lundi 6 au vendredi 10 mars prochain, le secteur sera perturbé en cause du mouvement de grève à l'appel de la cause Niger et du SINASEB. Une grève donc pour une fois de plus exprimer leur mécontentement face aux autorités en charge de l'éducation qui n'arrivent toujours pas à trouver des solutions aux problèmes des enseignants. Suivez plutôt. Nous les enseignants, les ennemis de l'école publique. C'est désormais clair, la rupture est totale entre les syndicats de l'enseignement membres de la COS Niger et du SINASEB et les autorités en charge de l'enseignement primaire au Niger. Ce collectif a dessus de manque de volonté affiché par le ministère de tutelle qui n'honore toujours pas ses engagements, décide d'aller en grève de 5 jours à compter de ce lundi. La synergie d'action cause Niger et SINASEB dénonce le volte-face du gouvernement dans la mise en œuvre des engagements pris le 13 décembre 2016. Le refus du gouvernement de toute négociation avec cause Niger et SINASEB après le dépôt de 3 préavis de grève. La campagne d'intoxication entretenue par certains milieux du pouvoir visant à discréditer les enseignantes et les enseignants et leurs mouvements. La légèreté avec laquelle le ministre de l'enseignement primaire traite les difficultés que connaît l'école publique. Convaincu que le comportement du gouvernement est de nature à remettre en cause l'accalmie née de la signature du communiqué conjoint du 13 décembre 2016, la synergie cause Niger et SINASEB attire l'attention du gouvernement sur l'urgente nécessité de payer les salaires des enseignants contractuels à terme échu, prendre au sérieux la suite à donner à l'exigence d'une grille spéciale pour les enseignants après les simulations faites par le ministère des Finances, finaliser le recrutement 2012, 2013 et 2014 par la mise en solde des enseignants relevant du secondaire et l'attribution des matricules pour ceux relevant du primaire, adopter sans délai les décrets modifiés pour permettre l'ouverture des recrutements au titre des années 2015 et 2016. Mettre à disposition les camarades à la section H du ministère des Finances. Retirer la lettre circulaire du test obligatoire de M. Marté. Aussi, au vu de tout ce qui précède, la synergie d'action cause Niger et SINASEB réaffirme sa détermination de veiller au respect de tous les engagements pris par le gouvernement. Cause Niger et SINASEB appellent une fois de plus leurs militants à boycotter l'évaluation des enseignants prévue dans ce mois de mars sur l'ensemble du territoire national. Cause Niger et SINASEB lance un vibrant appel à l'ensemble des enseignantes et enseignants pour une forte mobilisation pour le suivi de la grève de 5 jours prévue les lundis 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017 et la marche du mardi 7 sur toute l'étendue du territoire national. En outre, la synergie cause Niger et SINASEB réitère avec force son appel aux enseignantes et enseignants pour boycotter l'évaluation illégale
tel que le ministre de l'enseignement primaire se propose de l'organiser d'autorité. Et enfin, la synergie cause Niger et SINASEB rassure les enseignantes et enseignants de sa ferme détermination à protéger leurs intérêts matériels et moraux. Tout en prenant en témoin les médiateurs dans cette crise dans le secteur de l'éducation, la cause Niger et le SINASEB présentent leurs condoléances aux familles des forces de défense et de sécurité tombées récemment sur les champs d'honneur et apportent leur soutien à l'ensemble des éléments de forces de défense et de sécurité dans leur combat pour la défense du territoire national. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour, Dambaji Son Allah, acteur de la société civile nigérienne. Dambaji, vous venez là de suivre donc la déclaration de la synergie cause Niger et SINASEB qui menace d'aller en grève de 5 jours à compter de demain, lundi 6 mars 2017 jusqu'au vendredi. Un énième mouvement jusqu'à présent sans satisfaction. Votre réaction par rapport à cette situation de l'école nigérienne? En tout cas, ma réaction face à cette situation de l'école nigérienne, ce n'est qu'une situation de déception. Une réaction en réalité très très désastreuse en réalité, parce que nous sommes face à une situation qui a été entretenue. Je te dis entretenue dans le sens où je pense bien qu'à un moment de l'histoire, et il faut le dire, et il ne faut pas avoir peur de le dire, et les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées en ce sens, vous savez que les syndicats des enseignants, à un moment, quand on fait un retour, parce que tout ce qui a été posé comme revendication, ce sont des revendications qui datent depuis longtemps. Et que malheureusement, dans toutes les négociations qui ont été effectuées avec ces syndicats, il y avait eu des protocoles d'accord vides, tout bidons. Qu'en réalité, même les syndicalistes à la matière savent bien que, en réalité, c'est des engagements qui ont été pris, on sait très bien que le régime, avant même ce régime, ils n'ont aucune volonté de l'honorer, mais les gens ont fermé les yeux pour revenir encore envers cette base pour lui faire comprendre qu'il y avait eu un protocole d'accord, sans en tenir compte de la triste réalité du terrain. Et que, chemin faisant, la situation s'est empirée. Parce que la situation s'est empirée dans le sens où vous n'êtes pas sans savoir, avant même l'arrivée, en réalité, du régime du 7e République, de la 7e République, vous savez qu'il y avait eu des acquis qui ont été en réalité perdus même par rapport à ce régime. Parce qu'avant son arrivée, parce que je les entendais dire à tout qui veut l'entendre qu'en réalité c'est eux qui ont instauré le recrutement des enseignants à la fonction publique, c'était faux. C'était le régime de la 5e République. Et d'ailleurs, le taux qui a été prévu au temps du régime de la 5e République, ça a été revu en baisse ici pendant ce régime. Donc je pense bien que malheureusement, cette situation s'est empirée au fait que aujourd'hui, on est face à une équipe gouvernementale qui, du reste, c'est des ministres juste protocolaires. C'est des ministres protocolaires dans le sens où aujourd'hui, même si vous êtes ministre de l'enseignement primaire ou bien d'un secteur de l'éducation, même si vous prenez un engagement, vous ne pouvez même pas prendre un engagement au nom de l'État. Parce que quand vous le prenez, vous courez le risque d'être désavoué. On le sait très bien ce qui se passe. Et vous avez vu même avec le récent protocole, il a fallu l'intervention du ministre d'État, qui est ministre de l'Intérieur. Tous les ministres qui sont de la fonction publique, du secteur éducatif, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre un engagement au nom de l'État, malgré que c'est lui qui est venu prendre un engagement. Moi, depuis le jour où il a pris l'engagement, ensuite au protocole là, moi j'ai écrit. Dans tous les cas, les traces sont là au niveau de leur comment on appelle, de Facebook. J'ai dit dans tous les cas, vous avez pris des engagements, mais en réalité, la concrétisation est à désirer. Et aujourd'hui, vous avez vu, nous savons très bien que les engagements qu'ils ont eu à prendre, parce qu'il ne faut pas comprendre les Nigériens comme des gens qui ne réfléchissent pas ou qui ne comprennent pas. Ils disent qu'ils vont continuer le recrutement. Or, nous savons qu'au niveau de la loi, du finance, ils ont dit qu'ils ne feront pas de recrutement. En 2017. Et aujourd'hui, ils viennent dans le même protocole de l'année 2017. Ils s'engagent à encore continuer ce recrutement. Ça veut dire que en réalité, c'est de la fausseté. Et c'est de l'heure qu'on a jeté à ces syndicalistes. Et ils ont accepté le principe de signer ce protocole, sachant très bien que c'est des gens, c'est difficile qu'ils arriveront à honorer les engagements qu'ils ont eu à prendre dans ce protocole. Donc je pense bien, il faut que ça soit clair. Ce gouvernant qui nous gouverne, ces princes-là, il faut qu'ils acceptent le principe. Dans tous les cas, tout le monde connaît leur capacité de pouvoir gérer un problème. Et voilà, face à un problème, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont un problème de rétention financière, mais pourquoi ils acceptent le principe
de prendre des engagements dont ils savent très bien que la situation financière ne leur permettra pas d'honorer et qu'ils viennent, à qui veut l'entendre, même médiatiser un engagement qu'ils savent qu'ils ne vont pas honorer. Et par rapport à ça, je pense bien qu'aujourd'hui, du côté du syndicat des enseignants, ils ont bel et bien raison, quand on n'honore pas l'engagement, de pouvoir riposter. Et leur seule arme qui a été prévue par la loi, c'est d'aller en grève, c'est de faire des meetings, c'est de faire des marches. Et je pense bien qu'il faut qu'on se comprenne sur un seul fait. Je pense bien que ces syndicalistes-là, ces enseignants, sont aussi des Nigériens. Ce sont des Nigériens en ce sens que vous ne pouvez pas, en réalité, en tant qu'enseignant, en tant que Nigérien, fût-il le plus convaincu du monde, on te demande d'aller enseigner alors que ce qui te revient en réalité pour la survie, c'est-à-dire ce qui concerne le salaire, il faut qu'on te fasse la rétention pour 2 mois ou 3 mois et qu'on te demande de continuer à enseigner. Ça, c'est de 1. Si cet engagement a été honoré, mais vous avez pris aussi d'autres engagements vis-à-vis de ces mêmes syndicats. Et le minimum, si vous savez que vous êtes face à une difficulté, c'est de les appeler. Ce sont des Nigériens, ce ne sont pas des extraterrestres. Et vous serez honnêtement et franchement avec eux. Voilà là où nous sommes. Nous, c'est vrai, nous avons pris des engagements par rapport à tel point et tel point. Voilà la situation qui est advenue. Et voilà, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir l'honorer. Et maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez? Et en fonction de cela, il faut synchroniser en réalité leur point de vue. Et je pense que les enseignants là, ce ne sont pas des gens qui sont venus hors du Niger ou des gens qui n'ont pas un droit de regard obligatoire sur le Niger. Ils sont obligés de comprendre cela. Mais quand vous adoptez le comportement d'orgueil, le comportement que, au nom de la loi, d'ailleurs, même ce que la loi n'a pas prévu, vous allez imposer un comportement d'orgueil vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas l'orgueil. Et l'orgueil, je pense, est le humain. Mais c'est au nom de la sociabilité, au nom de la cohésion, au nom de l'intérêt général, que tout un chacun arrive à maîtriser son orgueil pour faire place à la vie sociale, pour faire place en réalité à la solidarité, pour faire place tout simplement à l'honneur, pour que cela ne soit pas en réalité un problème qui va déshonorer l'autre dans son honneur aussi. Donc c'est ça en réalité. Et l'autre problème au Niger, c'est que je vous ai dit que nos dirigeants croient et pensent et ils continuent à croire en réalité que ce qu'ils veulent, c'est ce qui doit être. Que ce soit dans la loi ou hors la loi, c'est cela qui doit être. Non, il faut qu'elle arrive un temps soit peu à se dire que dans tous les cas, ils sont dirigeants à base de ces dispositions légales qui ont créé un système par lequel ils seront élus, qui ont créé un système que, étant élu, vous allez nommer quelqu'un, et c'est la loi qui protège tous ces processus. Et cette même loi vous fait obligation aussi de respecter tout ce qui a été prévu du point de vue fonctionnement de l'État, du point de vue gestion de l'État, du point de vue respect des dispositions légales et des lois et règlements de la République. Donc tant que vous dites que vous allez régler en partie ce que vous devez faire au nom de la loi et que vous allez régler intégralement ce qui vous revient mais qui est conforme à la loi, mais ce que la loi vous fait obligation, vous n'allez pas le respecter, ça va de soi et ça deviendra une injustice. Et je vous garantis, dans un pays où l'injustice progresse à pas de géant, dans un pays où l'injustice devient monnaie courante, dans un pays où l'injustice devient une valeur, je pense bien il y a péril à la demeure et que là, je pense même que c'est la paix qui risque d'être mise à rude épreuve et nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. Et nous souhaitons que le bon Dieu fasse et crée les conditions et qu'il fasse le nécessaire pour faire revenir nos dirigeants et qu'ils comprennent qu'ils ont un devoir vis-à-vis du peuple et ils doivent répondre aux aspirations du peuple pour l'intérêt général et pour leur intérêt eux-mêmes. Oui, Dambaji, donc c'est dans ce contexte encore le ministère de l'enseignement primaire a annoncé l'évaluation des enseignants estimée à environ plus de 72 000 et ce qui rejette encore les syndicats d'enseignants. Non, moi je ne pense pas que les enseignants vont rejeter cela. Mais les enseignants rejettent la procédure par laquelle on veut passer pour faire cette évaluation. Si la procédure est cadre réellement avec la loi, mais il n'y a aucun enseignant, orgueilleux soit-il, de dire qu'il va refuser qu'on évalue les enseignants. Parce qu'il faut le dire, Hassan, dans le système éducatif, sincèrement, il y a des enseignants qui ne répondaient pas aux critères. Sincèrement, il y a des enseignants, on sait très bien qu'ils ne sont pas là pour enseigner, mais ils sont là pour détruire le système éducatif. Et on ne va pas se fermer les yeux là-dessus. Je pense bien que c'est la procédure qu'ils rejettent. La procédure prévue par la loi, elle est claire. Et je pense bien qu'il n'y a pas cet enseignant qui sera
évalués de l'orthodoxie prévue par la loi et que le syndicat, fut-il le plus grand syndicat du monde, va dire qu'il va faire désobéissance à cette loi. Parce que c'est ayant à l'esprit cette loi que vous avez accepté d'être enrôlé dans le système d'aller enseigner. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, le système éducatif nigérien est malade. Et le malade des mauvais encadrements, et le malade de la mauvaise gestion, et le malade de la gestion politique et politicienne du système éducatif. Je pense bien que c'est des choses, effectivement, la responsabilité est partagée partout. Et ce qui n'est pas bon, c'est de prendre une partie de la responsabilité parce que vous considérez que l'autre partie, elle est fragile par rapport à vous autres et vous l'attaquez au lieu de prendre le taureau par les cornes, prendre les dispositions. Toutes les différentes parties qui sont concernées en réalité par ce problème, vous les prenez en charge et vous revenez dans la négociation et dans le consensus national. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'en réalité, si c'est dans le règlement intérieur ou dans le règlement de la vertu prévue par la loi, vous allez dire que vous ne serez pas d'accord avec ce système d'évaluation. Système d'évaluation, tel que prévu par la loi, il n'y a aucun enseignant. Il ne peut pas convaincre les enseignants pour dire qu'ils ne vont pas se soumettre à ça. C'est des histoires. Je pense bien, quand ils ont commencé à arrêter ceux qui ont des faux diplômes, est-ce que les enseignants ont été sortis dire ça? Et tout enseignant qui va sortir dire que lui, il va combattre le combat contre le faux diplôme, ça veut dire que lui, c'est un faux. Et personne ne peut accepter que celui-là fasse qu'il soit le responsable de ses enseignants. Je pense bien qu'aujourd'hui, il y a des enseignants en prison à cause des faux diplômes. Et je pense bien que nous encourageons même l'État à pouvoir poursuivre ça jusqu'à la fonction publique, en dehors même du secteur éducatif. Allez-y jusqu'au niveau du système de la santé. Allez-y jusqu'au système même de les porteurs de thunes. On le sait très bien. Il faut aller jusque là-bas. Parce que c'est ce qui est en train de gangréner même le bon fonctionnement de l'administration. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est à base d'un faux diplôme où vous n'avez pas fourni d'efforts, vous n'avez pas mérité, vous vous retrouvez avec un master. Ou bien vous vous retrouvez en tant que cadre A1 alors que vous ne mériterez même pas d'être un cadre C. Mais comment vous allez faire prévaloir la promotion des mérites dans la boîte dont vous êtes responsable? C'est pas possible. Et je pense bien qu'en réalité, c'est là où il y a danger à la situation du Niger. Parce qu'il faut qu'on accepte le principe que la fausseté soit bloquée dans toutes ces sphères de compétences en matière de la gestion de l'administration nigérienne. Parce qu'on sait très bien qu'elle revienne même par rapport aux différents recrutements. Allez vérifier les différents diplômes des différents. Parce qu'on le sait très bien. Il y a des gens qui ont été... Nous, on s'en fout. Si on s'en fout, on ne va pas couvrir la fausseté. Tout celui qui a été recruté sur des diplômes, des fausses bases et des faux diplômes, nous sommes d'accord et c'est même ce qu'il faut. Il faut les bloquer pour qu'on puisse amener les méritants. Parce que si vous savez que vous êtes venu avec un diplôme, vous êtes venu étant méritant du poste, mais vous ne pouvez pas accepter la fausseté pour faire avancer quelqu'un de la fausseté ou bien pour faire avancer quelqu'un de la politique politicienne. On le sait bien, on n'a qu'à aller vérifier. La majorité, je suis convaincu de ceux qui sont venus avec des faux diplômes et des fausses bases qu'ils sont recrutés. Allez-y voir. La majorité, ce sont des états-majors des partis politiques qui les ont poussés. Et on le sait bien. Et s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils commencent là-bas. Et c'est facile de le vérifier. Et je pense bien qu'il faut qu'on accepte le principe. Les princes qui nous dirigent, qu'ils acceptent le principe. S'ils veulent faire l'orthodoxie des gestions, qu'ils acceptent de mettre tout le monde dans le même bateau et de vérifier et filtrer ceux qui sont réellement méritants. Et ensuite, on rejette catégoriquement ceux qui sont faux. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, tu ne peux pas prendre l'enfant d'un paysan de Birma qui n'a personne dans la sphère politique, qui n'a personne dans le système de mafia, parce qu'on le sait très bien, et qu'il vienne déposer son dossier sur des fausses bases et qu'il soit recruté. On le sait bien. C'est pas possible. Tous les dossiers ou tous les concours là qui ont été entachés de fraude et autres, vous ne pouvez pas avoir l'enfant d'un pauvre. C'est leurs propres enfants. Ce sont leurs propres enfants. Et maintenant, ils créent un simulacre pour encore embobiner les enfants du peuple qui ont mérité, et elles viennent à chaque moment remettre en cause un concours où il y avait eu des gens qui ont mérité et qui sont admis de manière claire
et du Maden méritant, parce qu'on a touché à leurs enfants, donc il faut mettre tout le monde dans le bois et les mettre à la poubelle. C'est malhonnête et je pense même qu'il faut qu'on arrive à arrêter ces comportements, il faut qu'on arrive à arrêter ce genre de gouvernance parce que ça crée l'injustice. Et je vous dis que quand l'injustice prend racine dans un pays et qu'elle est pérennisée dans un pays, il y a péril à la demeure. Et nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. Donc, Dambaji, un autre sujet est à la une de l'actualité toujours au Niger, c'est l'affaire de 200 milliards de francs CFA qui aurait été viré dans un compte bancaire à Dubaï, comme l'a rapporté un journal de la place. Et vous, comment vous voyez cette affaire? Quel est votre commentaire par rapport à cette affaire? Nous, cette affaire, dans tous les cas, nous savons très bien, aussitôt appris ça, on n'a pas cru. Parce qu'à un moment, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas se permettre de le faire. Mais quand j'ai vu le ministre des Finances sortir, et il n'a pas pu démentir sa signature, il n'a pas pu démontrer de A à Z que ça là, c'est pas sa signature, et il fait comprendre que c'est un système de trading ou de quoi, et le Niger a gagné 800 millions, c'est rien donné, arriva à donner 800 millions au Niger. Donc il y a 1 million de respect envers le peuple nigérien. Qui connaît Arriva? Arriva a fait combien d'années en train de spolier l'uranium nigérien? Arriva a fait combien d'années en train de voler notre uranium, notre richesse? Et tout ce vol-là, Arriva ne s'est pas digné de venir. Tout ce qu'il nous donne, et d'ailleurs il ne nous donne pas, qu'il nous rétrocède au nom de l'impérialisme. Dans tous les cas, il le récupère, il donne ça par la main gauche, il le récupère ça par la main droite. Et c'est cette Arriva qui va venir, cette campagne nous donner 800 millions. Il y a un minimum de respect envers le peuple nigérien. Et je pense bien que le ministre n'a qu'à retourner, en réalité, préparer sa défense, parce que celle-là, elle ne tient pas. Et réellement, si c'est ça, si lui, il considère que c'est ça, mais c'est simple. Nous, son discours, ni le discours du journal, le courrier, ne peut nous rendre en réalité d'accord avec ce qu'ils ont dit. Il faut aller devant la justice, parce que nous avons foi à notre justice. Oui, il y a même le syndicat des magistrats qui a demandé. Nous avons foi, mais c'est clair. C'est clair. Dans tous les cas, il n'y a pas un système où il n'y a pas un cadre fiable qui peut laver aujourd'hui le ministre Moussa Oudou en dehors de la justice. Toute manigance, tout calcul, tout superfuge qu'ils vont tenter de faire, en tout cas, ils ne peuvent pas convaincre le peuple nigérien tant que ce n'est pas le juge qui va sortir dire que ce qu'on a reproché au ministre Moussa Oudou en tant que directeur de cabinet est faux et que voilà ce qu'il a fait. Il a fait ça dans la règle de l'art, au nom des principes, au nom des dispositions légales prévues par les textes. Elle n'est pas en déphasage avec les textes et par conséquent, la justice le lave de tout soupçon. Tant que ce n'est pas ça, il n'y a pas un cadre par lequel il peut se laver. Et je vous dis, les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais les gens vont partir, l'État reste. Et quand l'État reste, et l'État va même rester, la justice c'est une institution qui reste. C'est-à-dire, quel que soit Alpha, tous ceux qui sont tramés dans les affaires mafieuses, ils vont répondre. Et ça c'est inévitable. Aujourd'hui, il y a des dossiers, affaires de Boulala, les dossiers de 2007. Oui. Ceux qui étaient au pouvoir en 2007, est-ce qu'ils peuvent penser que l'histoire peut le rattraper et être devant le juge? Mais aujourd'hui, il y a ceux qui sont en prison. Mais ils feront exception à cela. Le tribunal de l'histoire, il est intolérable et il ne rate pas. Et nous sommes confiants par rapport au tribunal de l'histoire. Donc la meilleure des solutions, c'est de pouvoir régler ce problème-là du point de vue réglementaire, du point de vue légal, le moment où ils sont au pouvoir. Parce que le moment où ils ne seront pas au pouvoir, parce qu'ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir, c'est clair. Ils sont au pouvoir, avant qu'ils viennent, les gens ont été au pouvoir, ils vont quitter Dolé et d'autres vont venir au pouvoir. Donc par conséquent, ils n'ont qu'à régler le problème dans la règle de l'art, le moment où ils sont au pouvoir, qu'on leur fasse régler, le moment où ils n'auront même pas l'opportunité de pouvoir camoufler certaines choses. Merci Ousmane, merci Dambaji Cheou. Dambaji Son Allah, je rappelle que vous êtes l'acteur de la société civile et le temps qui nous est imparti. Merci d'avoir répondu à notre invitation et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Et c'est pour parler du sport avec la 4e édition du tournoi intermédia qui va débuter en principe en avril prochain. Le comité d'organisation s'active déjà pour sa réussite. Le tirage au sort a eu lieu ce dimanche à la maison de la presse. 13 équipes vont participer à cette édition, nous rapporte Abdourazak Hamidou et Halidou Brema.
La 4e édition du tournoi intermédiaire se tiendra du 14 avril au 3 mai, un tournoi de football qui réunira les professionnels des médias pendant un peu moins d'un mois autour du ballon rond. Côté préparatif, aujourd'hui on s'est réunis à la Maison de la Presse pour parler de l'organisation de la 4e édition du tournoi intermédiaire. En même temps, profiter pour faire le tirage de poules, pour répartir les poules parce que l'année passée c'est 12 équipes qui ont pris part. Cette année avec l'arrivée de l'IFTIC ça fait 13. Donc on va essayer, on entend de voir les formules qu'on va adapter pour cette compétition et puis par rapport aussi aux frais de participation. Côté organisation, je peux dire que tout va très bien. Cette édition, je la sens très bien parce que, pourquoi je dis je la sens, vous comprenez, quand vous organisez une activité qui commence de 8 équipes, qui arrive au jeu à la 4e édition avec 13 équipes, donc c'est vraiment une réussite. C'est une réussite. L'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord aux organes de presse de continuer à donner une importance pour cette activité parce que c'est une activité qui rentre dans le cadre de la confraternité. Et c'est très important pour nous, hommes des médias, de confraterniser. Pour cette 4e édition, 13 équipes seront au rendez-vous, contrairement aux éditions précédentes, où c'était 12 équipes. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, a rejoint le tournoi. L'IFTIC va découvrir, d'abord on souhaite la bienvenue à la maison mère concernant la formation des professionnels des médias. On souhaite la bienvenue à l'IFTIC. Je crois qu'en adressant le règlement intérieur à tous les organes de presse, l'IFTIC aussi s'est renseigné et a pu découvrir ce qu'il y a comme exigence et contenu du règlement intérieur. La compétition elle est réservée aux organes de presse et aux professionnels des médias évoluant dans l'organe de presse. Pour le cas de l'IFTIC, il ne se pose pas de problème puisque l'IFTIC, c'est une administration, c'est une grande école qui a des agents, soit l'IFTIC ou l'État, en fonction de la nature, paye à la fin du mois régulièrement. Les enseignants, que ce soit permanents, vacataires, tout ce qui s'ensuit. L'essentiel que l'élément que l'IFTIC va faire aligner soit un agent reconnu de l'IFTIC. Ainsi, les 13 équipes sont reparties dans 3 poules, 2 de 4-4 et une poule de 5 équipes. Les 13 équipes participantes ont été reparties en 3 groupes, dont le groupe A est composé comme suit: ORTN, Labari, Niger 24, Alternative. Le premier match, donc le match d'ouverture de cette 4e édition, mettra aux prises l'ORTN au groupe de presse Labari. Dans le groupe B, on retrouve Dounia, Bonferré, RTT et l'équipe de l'IFTIC. Premier match du groupe, Dounia, Bonferré, et deuxième match toujours du groupe Ténéré, IFTIC. Groupe C, 5 équipes, Tambra, Liptako, Canal 3, Saraounia et Anfani. Le match d'ouverture de ce groupe mettra aux prises Tambra à Liptako et Canal 3 Saraounia. Le groupe de presse Anfani est exempté pour cette première journée. Chaque organe participant doit donner une contribution de 50 000 francs avant la date du 31 mars 2017. Un tournoi de football qui permettra à ces hommes de médias de raffermir leurs liens de fraternité et d'amitié. Un autre tournoi qui a pris fin hier samedi, c'est celui du CSP Flo Germain, un tournoi qui a débuté en novembre dernier et qui a vu la finale en dames et en messieurs hier devant une foule nombreuse. Retrouvons Abdelrazak Hamidou. Débuté en novembre 2016, le tournoi interclasse du CSP Flo Germain a pris fin samedi soir avec 2 finales à l'affiche. La première, ce sont les filles de la terminale D qui ont croisé le fer avec leurs sœurs de la seconde A. Au terme de cette partie qui a égayé le public, les filles de la seconde A n'ont pas eu foi aux yeux de leurs grandes sœurs de la terminale D en les dominant 2-1. La deuxième finale qui concerne les garçons, c'est un face-à-face entre l'équipe de la terminale A et leurs frères de la première D, les grands frères de la terminale A, qui n'ont pas fait de cadeau à leurs frères de la première D, battus 3-1. Bon, ça
s'est très bien passé. Elles ont bien joué. Bon, c'est la défense qui est un peu naze. Oui, la défense. Mais bon, on a fait de notre mieux aussi. Ça s'est bien passé. On s'est entraîné, on a tout fait, on a mérité ce match. C'est ça le grand, mais c'est pas la grandeur qui compte. Si, c'est le savoir-faire qui compte. On s'est entraîné beaucoup pour ça, on a mérité ça. L'édition 2016-2017 de ce tournoi qui a vu la participation de 38 équipes, dames et messieurs, est d'une grande satisfaction pour les organisateurs. C'est surtout pour encourager les enfants d'avoir passé toute la moitié de l'année à travailler. Et avec le sport, ça distrait un peu et ça leur permet quand même de se défouler. Vous avez vu comment ils se sont comportés avec beaucoup d'enthousiasme malgré le stress du travail. Ils se sont bien défoulés et je crois que c'est la satisfaction de tout le monde. Des prix d'encouragement ont été remis aux 3 premières équipes et les champions, en plus de l'eau reçu, des coupes mises en jeu. Il faut préciser que cette équipe d'armes de Flo Germain, détentrice du titre de champion interscolaire du premier arrondissement, représente également cet arrondissement au tournoi interscolaire au plan régional. Fin également hier soir du tournoi interscolaire qui a donc celui organisé par l'association Sport Académie Matassa. La finale a opposé Yantala à Entente et c'est cette dernière qui l'a remporté. Retrouvons Abdelrazak Hamidou. C'est au tir au but que Entente et Yantala se sont départagés lors de cette finale pour le compte de la première édition du tournoi Azam. Victoire d'Entente. On ressent la joie parce que les joueurs ont bien joué sur le terrain. On les a bien formés et ils ont donné du bon sur le terrain. On les encourage aussi. On espère que l'année prochaine, on va prendre la coupe aussi. Les enfants là n'ont pas joué du tout. Ils n'ont rien fait. Wallahi. C'est pas ce que nous on voulait. On croyait que là ils vont jouer parce que là ils nous ont gagné dans notre poule. Là encore on est venu trouver les mêmes gens. Et les enfants jouent des jeux bizarres sur le terrain. Ils n'ont rien fait, wallahi. Un tournoi joué sur 3 semaines avec 16 équipes de ces tout petits des écoles primaires, privées et publiques. Nous avons organisé ce tournoi au niveau de jeunes sportifs des écoles publiques et privées de la commune 1 de Niamey. Donc ce tournoi fait partie de nos objectifs qui sont le développement du football et du sport en général, le football en particulier au niveau des jeunes. Initier et découvrir les jeunes talents au niveau des jeunes aussi. Donc ce tournoi est organisé à cet effet. En voyant déjà ces jeunes enfants-là qui sont là, parce que l'engouement qu'on a déjà eu était indescriptible. Nous avons remarqué beaucoup de gens qui étaient là. Et nous pensons que pendant un mois, nous avons fait en sorte que les écoles ont pensé un peu au stress des études, en pensant un peu au sport. Ça les a permis d'oublier un peu les études, mais en général, nous pensons que nos objectifs sont atteints. L'objectif des fondations Maarif dans tous les pays, c'est participer au développement des pays à travers l'éducation. C'est pour cet objectif nous sommes là avec les écoles d'amitié nigéro-turques. Ce n'est que le début. Et vous connaissez l'éducation, comme je dis dans mon discours, que ça ne se limite pas entre les 4 murs de l'école. Nous sommes obligés de participer dans les événements extrascolaires comme le sport, la culture, les loisirs, etc. Pour rappel, la 3e place est revenue à l'école Flo Germain qui avait battu l'école de l'amitié nigéro-turque. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine.